Bonjour, donc je me serais bien passé de faire cette vidéo, mais ça me paraît très difficile de passer à côté parce que mine de rien, quand on s'intéresse un tant soit peu à la zone Pacifique, eh bien nécessairement, et puis même à l'économie en général, nécessairement les dialogues qui en ce moment en Asie peuvent être inquiétants. Donc ça me paraît difficile en fait de ne pas en parler. Donc on voit que, je sais pas comment ça se prononce, Pete Hegseth urge Asian allies to up defense spending amid China threat. Donc ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que donc cette personne demande en urgence aux pays asiatiques de renforcer leur défense concernant la menace chinoise. Alors, le discours fait 35 minutes hein, et je l'ai écouté de tout au bout, hein, j'ai tout écouté. J'ai vu en fait à propos de ces discours en fait pas mal de news passer. Les États-Unis accusent la Chine de préparer à utiliser la force militaire. États-Unis, selon le gouvernement, la Chine se prépare. Les États-Unis accusent la Chine de se préparer au passage à l'acte. Enfin, quand on écoute les news, on a vraiment l'impression, quand on regarde les gros titres, on a vraiment l'impression que l'attaque est imminente. En fait, c'est vraiment la, un peu ce que ça dit. Or, quand on écoute vraiment ce qu'a dit donc cette personne, c'est le secrétaire d'État américain de la Défense. Donc je pense que c'est l'équivalent du ministre de la Défense. Hein. C'est une des plus hautes autorités de l'État américain. En fait, il fait état effectivement d'une montée en puissance croissante de la Chine. Mais il dit qu'il peut éventuellement y avoir une attaque immédiate, mais voilà, ça peut être le cas, mais ça peut ne pas être le cas non plus. C'est un peu ce qu'il a dit. Donc voilà, c'est pas ultra clair non plus. Euh, Plus inquiétant, je pense, pour les États-Unis, c'est qu'à un moment, il dit d'ailleurs, c'est dans l'article de France Info, hein, je crois, hein, euh, euh, de s'emparer, ok, ils disent que Pékin souhaite dominer et contrôler la région et s'entraîne tous les jours en vue d'une invasion de Taïwan. Donc c'est vraiment ça le problème. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que quand on regarde une carte de cette région-là, on s'aperçoit que, enfin, bon, moi j'ai la carte en mémoire, hein, donc vous pouvez regarder sur Google Maps. On s'aperçoit que, si vous voulez, entre la Corée du Sud et le Japon d'une part, et d'autre part, les Philippines, l'Australie, l'Indonésie peut-être, et puis la Nouvelle-Zélande, enfin voilà, vous avez quelque part un arc de défense américain. Et quelque part, Taïwan, c'est un peu de verrou stratégique dans cet arc de défense. Moi, j'ai pensé que jusqu'à maintenant, ils avaient peut-être un peu perdu pied à Taïwan. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce que confirme un peu, d'ailleurs, quand on réfléchit bien, c'est peut-être ce que confirme un peu cette réunion, parce qu'il parle à ses alliés, mais il n'y a pas vraiment quelque part de... Alors il dit effectivement si Taïwan est attaqué, ça sera terrible pour la région et pour le monde. Mais bon, voilà, on sent bien qu'il a beaucoup parlé en fait d'une alliance, de renforcer les positions. Ça donne un peu l'impression d'avoir un espèce d'OTAN quelque part de la région Indo-Pacifique quelque part. On sent qu'il met quand même ça quelque part sur le même pied d'égalité, au moins en termes de défense militaire. Donc si vous voulez, voilà, c'est ça. Euh,
le problème avec les Américains, bah, malheureusement, c'est un peu de leur faute, hein. Je veux dire, moi, je suis pas vraiment anti-américain, mais il faut bien reconnaître que l'histoire enfin, le mensonge des armes de destruction massive, je pense que ça a fait vraiment beaucoup de mal à leur crédibilité, à tel point que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui les ont tout simplement pas cru quand ils ont annoncé le risque d'un potentiel envahissement de l'Ukraine. Donc, et maintenant, bon, bah voilà, c'est la Chine. Mais quelque part, on sent pas, disons, on sent plus un esprit de préparation plutôt qu'un esprit de le danger est là, il est immédiat et voilà, il faut se défendre tout de suite. On sent plus, voilà, donc c'est pas quelque part, à mon avis, immédiat. Cela dit, le problème, il est bien réel, hein. Le problème, il est tout à fait réel. C'est-à-dire que à un moment donné, de toute façon, je pense, enfin, moi, c'est ma vision des choses, hein. Je pense que très clairement, les États-Unis se sentent menacés. Enfin, je veux dire, très clairement, ils se sentent vraiment menacés pour différentes raisons. Je vais peut-être pas trop aller là-dedans. Disons que c'est principalement à cause de l'augmentation de l'arsenal chinois, de leur modernisation, etc. Je pense, voilà, on est dans ce genre de situation-là. Il y a un rapport de force qui est en train de s'installer. Donc, voilà, le problème, c'est que moi, j'ai pas de solution, enfin, j'ai pas de réponse à la question est-ce que Taïwan va être attaqué rapidement? Est-ce qu'il va être attaqué? Est-ce qu'il sera attaqué un jour? Franchement, pour être honnête, je n'ai pas travaillé à la question, j'en sais strictement rien du tout. Et ce que je connais de la Chine, en fait, me permet pas, disons, sans préparation, sans analyse de la documentation et puis de tout un tas de faits, de savoir si c'est ce qui va se passer ou pas. Disons qu'il y a tout un tas de raisons pour lesquelles la Chine voudrait attaquer Taïwan et tout un tas de raisons pour lesquelles la Chine ne voudrait pas attaquer Taïwan. Donc, c'est franchement pas simple. Je sais bien que on aime bien les réponses toutes faites, mais des fois il faut dire quand on sait pas. Et là, franchement, moi, j'ai vraiment pas d'idée, ni dans un sens ni dans un autre en fait sur la question. Si je l'étudiais, peut-être je pourrais me faire une idée, mais pour l'instant, j'ai pas d'idée. Mais par contre, une chose qui est très claire, c'est qu'il y a bien disons, une menace ressentie par les Américains de manière extrêmement claire. Ça, euh, c'est extrêmement visible. Et bon, ça, je m'avance peut-être un peu, mais quelque part, je pense que Trump voudrait, parce que par la bouche de cette personne, en fait, c'est Trump qui parle, hein. Je veux dire, il fait tout le temps référence à Trump, etc. Donc, je pense que le discours vient en direct de Trump. Je pense qu'effectivement, Trump n'a pas nécessairement trop envie de se retrouver avec un conflit avec la Chine, un conflit chaud avec la Chine. Ça me paraît à peu près évident. Et bah, à la limite, il préfère laisser ça pour les gens qui vont suivre après, quoi. Donc voilà. Maintenant, le problème de ne pas savoir et de pas avoir de certitude sur la question, bah, c'est déjà un problème en soi, parce que ça veut dire que en fait, euh, la situation peut éventuellement dégénérer. Je veux dire, et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe si ça dégénère? Donc là, on est sur la chaîne expatriation voyage, hein, sur lequel bah, je parle pas mal, je parle principalement quand même de l'Asie, de la Chine. J'ai fait une playlist justement comprendre le. J'ai appelé ça conquérant. J'ai appelé ça donc l'expatriation en Chine, c'est réservé aux membres au niveau conquérant. Donc si vous avez affaire au monde chinois et à la Chine, je vous recommande vraiment très chaudement de prendre le membership et puis d'écouter, enfin d'étudier ces vidéos, hein.
Il y en a pour 6 heures, je pense, à peu près. Donc, c'est un cours d'une journée. C'est toute mon expérience en Chine et avec la communauté, disons, des, des gens asiatiques qui se sentent plutôt proches du confucianisme, parce que c'est quand même quelque chose de très important. Et vous avez besoin de ça quelque part, surtout si les circonstances deviennent très compliquées, parce que les circonstances peuvent venir très compliquées. Je veux dire, il ne faut pas se le cacher. Euh, s'il ne se passe rien, tant mieux. C'est ce qu'il faut souhaiter. Il faut souhaiter qu'il n'y ait jamais la guerre et qu'il n'y ait jamais ce genre de problème. Quand je parle de guerre, ça veut dire la guerre, soit la guerre chaude, soit par exemple des blocus, des choses assez dures, euh, où il y aurait peut-être éventuellement même des combats sporadiques, des choses comme ça. Enfin voilà, on peut imaginer quand même pas nécessairement l'étape ultime, mais il pourrait y avoir des étapes intermédiaires qui s'en prennent principalement à l'économie soit de la Chine, soit des pays de la région. Et donc voilà, ça peut vraiment rendre les choses très compliquées. Et là, spécifiquement, si vous voulez, pour avoir vécu dans des circonstances, évidemment, qui n'étaient pas aussi dramatiques, mais c'était quand même à l'époque où il y avait le conflit en Serbie, hein, en Yougoslavie, si vous regardez un peu, hein, c'était dans les années 90, où il y avait eu un missile qui était tombé sur l'ambassade chinoise. Les choses étaient devenues quand même relativement compliquées dans les relations entre les Chinois et les Occidentaux. Et à ce moment-là, il faut pas se voiler la face. Je veux dire, c'est des trucs qu'il faut prévoir, il faut y réfléchir, il faut y avoir réfléchi avant. C'est vrai que là, il peut y avoir un problème. Il peut y avoir un problème dans le pays, je veux dire, à partir du moment où vous êtes occidental. Enfin, je veux dire, c'est un peu dur à dire, mais si vous reprenez les news de l'époque, hein, éventuellement si ça vous intéresse, c'est un débat qu'on peut avoir ensemble, mais voilà, ça peut devenir assez vite chaud. Je veux dire, euh, on a l'habitude de considérer, et c'est vrai, les Chinois sont polis, sont gentils, etc. Mais voilà, quand il se passe des événements qui commencent à toucher à la fierté nationale, ça peut pas trop bien se passer. Et donc à ce moment-là, ça peut devenir assez vite compliqué en Chine, par exemple, quoi. Donc voilà, c'est le genre de trucs dont on n'aime pas parler, qui sont désagréables, mais je pense que c'est vraiment nécessaire, en tout cas absolument, d'envisager ça au cas où il y a un problème. Et ça, c'est pour les gens qui sont en Chine. Après, pour les gens qui sont en dehors de Chine, eh bien, il y a tout l'aspect économique, parce que si jamais il devait y avoir un problème dans cette région, la région, bah, c'est Taïwan, c'est le Japon, c'est la Corée. En gros, c'est toute la tech internationale, quoi. C'est la tech. Il y a l'Inde aussi. Alors l'Inde est séparée de la Chine par une chaîne de montagnes, hein, mais bon, voilà, il y a le Pakistan qui est pas loin, tout ça, voilà, ça peut quand même pas bien se passer. Et donc, comme la tech en fait est produite là-bas, le gros risque, même si les pays sont pas touchés tout de suite directement, en tout cas, Taïwan, bah, il peut manquer très vite tous les composants qui sont fabriqués à Taïwan, hein, tout bêtement. Quant à la Corée du Sud, au Japon et au Vietnam, ça, il peut aussi y avoir des restrictions. Ça veut dire à un moment donné, les productions, bah, elles peuvent être réorientées localement ou pour les armes ou ce genre de choses-là. Et donc à ce moment-là, bah, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Donc c'est le genre de choses auxquelles il faut penser. La région est une région dans laquelle sont produits actuellement énormément de choses. Si D'ailleurs, moi je pense aux ordinateurs, hein, parce que c'est le truc qui me vient tout de suite à l'esprit avec les chips qui viennent de Taïwan. Il y a la Chine aussi, enfin, je veux dire, la Chine aussi produit, donc à ce moment-là, voilà. Euh, je vois pas du tout les Européens continuer le business as usual avec la Chine
dans ces circonstances-là. Donc ça veut dire que très vite, il y aurait quand même des pénuries assez importantes en Occident. Alors voilà, encore une fois, je dis pas que le truc va se produire demain et il n'y a rien qui permet de le dire en fait dans le discours que cette personne a prononcé. Franchement, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une urgence particulière. J'ai trouvé qu'il y avait plus, si vous voulez, la description d'une situation qui pouvait effectivement se déstabiliser à tout moment, hein, mais une urgence imminente comme c'est décrit dans les gros titres, je pense pas que ça en soit encore là. Euh, Alors bien sûr, il y a les gros titres, il y a les gros titres, il y a pour faire le buzz, mais si vous voulez, voilà, c'est quand même pas la réalité et c'est pas, à mon avis, les propos de cette personne. Euh, voilà, mais c'est difficile de conclure, hein. Donc ça veut dire on peut pas conclure dans un sens ou dans l'autre. Par contre, euh, c'est clair que la chaîne Expatriation Voyage, moi je peux pas, en fait, vu la thématique de la chaîne, je laisserai pas passer en fait les news de ce côté-là. Ça veut dire à partir du moment où les choses, je vais peut-être essayer d'avoir un œil peut-être un peu plus attentif à ce qui se passe là-bas, parce que ça commence quand même à devenir un peu chaud. Mais voilà, à partir du moment où la chaîne est quand même une chaîne qui est très basée sur l'Asie malgré tout, sur l'expatriation, etc., je pense que je vais regarder plus attentivement les news qui viennent de là-bas, essayer de décrypter un peu ce qui se passe. Parce que le problème, si vous voulez, c'est que c'est difficile d'avoir une vue globale. C'est un peu... Bon, dernièrement, j'ai fait pas mal d'analyses sur la notation de la France, hein, sur Standard & Poor's. Mais si vous voulez, on est capable d'étudier ce qui se passe dans un éventail de possibilités. Donc c'est ce que j'avais fait. J'avais étudié les différentes possibilités parce que si vous voulez, il y a pas, on n'a pas comment dire, la possibilité de prévoir, de timer ce qui va se passer. C'est pas possible. On peut imaginer des enchaînements, on peut imaginer différentes options, mais on ne peut pas dire quand ça va se passer, parce qu'il faut un élément déclencheur, etc. Il faut, voilà. Et bien pour cette situation, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment d'idée toute faite sur la question. J'ai pas d'idée toute faite sur la question. Je vais quand même vous expliquer un peu plus loin pourquoi j'ai pas d'idée toute faite sur la question. Parce que si vous voulez, de mon expérience, hein, de côtoyer le monde asiatique, hein, ça veut dire beaucoup les Japonais, beaucoup les Chinois, euh, de par mon expérience, en fait, les choses sont pas vraiment écrites. Les choses sont pas vraiment écrites et c'est difficile, en fait, de savoir vraiment ce qui s'y passe sans avoir fait une analyse vraiment assez importante, assez détaillée, regarder point par point. Donc peut-être je vais un peu plus le faire à l'avenir, parce que à mon avis ça va quand même être un sujet important. Enfin, je veux dire, je pense que ça va quand même être un sujet grave et important pour les prochaines années en tout cas. Ne serait-ce qu'en termes de business, il va y avoir des impacts, ça c'est sûr. Pour les expatriés, bah, c'est évident qu'il va y avoir un impact, hein. Euh, quoi qu'il se passe, hein, je veux dire. Et si vous voulez, il y a une autre raison pour laquelle c'est difficile de essayer de deviner ce qui va se passer, essayer de prévoir, hein, parce que c'est ça le plus important. Si vous voulez, donc de mes dizaines d'années d'expérience de relations avec des Japonais et des Chinois, je me suis aperçu qu'il fallait bien 10 ans pour arriver à comprendre vraiment une autre culture. Les gens qui vous disent que voilà, les gens sont très gentils, que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème au bout de 3 mois,
ça va pas. Ils ont rien compris au film, ils savent pas, ils ont pas de repères, ils ont rien compris, ils comprennent pas où ils se trompent en fait. Comme disait je crois que c'était un banquier central, hein, si vous m'avez compris, c'est que je me suis mal exprimé. Ben là, c'est un peu pareil. Si vous croyez avoir compris, disons, cette culture-là en quelques mois, c'est que vous avez rien compris. Et j'ai fait cette erreur. Donc, si vous voulez, je peux en parler. J'ai fait cette erreur. Donc, si vous voulez, il faut, voilà, apprendre la langue, apprendre la culture, vivre sur place, etc., travailler, avoir vraiment des relations approfondies. Donc, voilà, sans ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas en parler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je me suis aperçu, c'est que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont un mal fou à nous comprendre. Et pour qu'ils puissent vraiment nous comprendre, bah c'est pareil. Il faut qu'ils étudient nos langues, il faut qu'ils étudient notre histoire, notre culture, qu'ils vivent dans nos pays, qu'ils travaillent dans nos pays, qu'ils lient des relations intimes avec les gens sur place. Et à ce moment-là, ils arrivent à comprendre ce qui se passe. Mais sinon, c'est pas possible. Et si vous voulez, le problème, c'est que dans ces pays-là, bon, en Chine, hein, typiquement, j'ai pas l'impression, si vous voulez, que les décideurs chinois, de manière générale, aient fait ce travail. Les dirigeants occidentaux non plus, hein, je vous rassure tout de suite. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que il peut facilement y avoir des malentendus, hein, et je pense qu'il y a des gros malentendus. Hein, je pense que le développement de la Chine, quelque part, s'est fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de malentendus. Je veux dire, j'étais en Chine, j'ai vu comment ça se passait. C'est évident qu'il y a une incompréhension de ce qui se passe de part et d'autre. Enfin, je veux dire, c'est évident. Les Occidentaux ont du mal à comprendre. Alors, pas tous, hein, évidemment. Il y a des Occidentaux qui vivent sur place, qui travaillent sur place, qui apprennent la langue, qui parlent la langue, qui ont des relations plus approfondies avec les gens localement, qui ont appris la culture, etc. Donc, eux, évidemment, ils ont une compréhension qui est plutôt bonne, d'ailleurs, hein, et ça marche plutôt bien. Mais voilà, il faut avoir fait ce travail-là. Et le problème, eh bien, c'est que les relations sont pas. Alors, on dirait que, justement, pendant son discours, je ne sais pas si c'est lié à la politique générale de Trump ou si c'est, comment dire, en relation précisément avec ce dont je parle, c'est-à-dire la compréhension des différentes cultures. Mais cette personne-là, j'ai du mal avec son nom, hein, je suis désolé, a dit à un moment donné quelque chose du style: nous ne sommes pas là pour vous imposer nos idéologies, nos façons de voir les choses, le changement climatique, etc., ou les façons de voir les choses, etc. Entre parenthèses, les droits de l'homme, entre parenthèses, tous ces trucs-là, tout ça, ça passe à la trappe, vous faites ce que vous voulez, on est des alliés, on fait du business, et après ça, bah, le reste, c'est votre problème. Donc ça, je pense, c'est quelque chose qui est quelque part une reconnaissance justement de ce que sont ces pays-là. C'est-à-dire que d'ailleurs, beaucoup de gens, en fait, pensent au complot mondial. Hein. Le complot mondial chez les complotistes. Mais chez les non-complotistes, ils pensent au contraire à l'universalité des valeurs, machin, voilà, l'universalité, et je te fais des A, et je te fais des trucs comme ça avec les doigts, et voilà. Mais ils comprennent pas, ni les uns ni les autres, en fait, que ces pays-là, les pays asiatiques, sont pas du tout dans le même, sont pas du tout dans la même, allez, on va appeler ça philosophie, mais
dans la même idéologie. Non seulement ils sont pas du tout dans la même idéologie, mais en plus, il y a juste presque peut-être 4 milliards d'habitants. Donc non seulement ils sont pas dans la même idéologie, mais en plus c'est les plus nombreux, quoi. Donc, parce que je compte la Chine, toute l'Asie Pacifique, et puis l'Inde aussi, voilà, c'est pareil, c'est des gens, ils n'ont pas du tout les mêmes valeurs que nous. Enfin, je veux dire, les droits de l'homme, tous ces trucs-là, voilà, ils disent oui parce qu'on a plus d'argent, mais le jour où ils en auront plus, ça sera très vite oublié, quoi. Et c'est aussi ce qui est en train de se passer d'ailleurs, hein, voilà. Et donc quelque part, il y a un peu une reconnaissance de ça. Donc mine de rien, c'est important. Je veux dire, alors on peut reconnaître là probablement un peu la touche politique de Trump, hein, mais quand même, je veux dire, le fait que ça soit dit de manière officielle, à mon avis, c'est quand même le signe voilà, de quelque chose. D'autre part, il parlait de livrer des avions autonomes qui seraient autonomes même vis-à-vis des États-Unis. Donc je pense qu'ils ont compris que le coût du F-35, c'était pas quelque chose qui marchait tellement. Donc à mon avis, d'après ce que j'ai compris de son discours, hein, c'est que voilà, peut-être les prochains avions, ils n'auront plus un fil à la patte, par exemple, hein. Et il parlait de maintenance locale. Et donc justement, sur les F-35, ce qu'on a beaucoup reproché au F-35, c'est d'avoir une maintenance aux États-Unis et que toutes les données de l'avion de combat, en fait, étaient envoyées aux États-Unis. Donc là, il en a parlé. Donc il a adressé comme ça tout un tas de problèmes. Mais ça reste dans le domaine, quelque part, de la préparation. Et pas de l'attaque imminente, immédiate, contrairement à ce qu'il y a dans beaucoup de titres. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le sujet? Bon, la seule chose que je peux vous dire, moi je veux bien publier plus de choses sur le sujet, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui m'intéresse. De toute façon, non seulement c'est quelque chose qui m'intéresse, mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à partir du moment où il y a un risque de guerre chaude, alors encore une fois, une guerre chaude, c'est soit une vraie guerre chaude, c'est-à-dire la Chine envahit Taïwan ou les États-Unis interviennent, etc. Ou ça peut être tout simplement la mise en place d'un blocus, hein. Ça, je pense que c'est le genre d'option, à mon avis, auquel probablement les états-majors réfléchissent, hein, peut-être. Ça me paraît... parce qu'un blocus, en fait, ça serait quand même assez terrible pour la Chine, en tout cas peut-être pour le régime. Et donc peut-être c'est quelque chose auquel ils pensent, mais dans ces cas-là, de toute façon, pour le reste du monde, là, ça serait le déclenchement d'une crise économique majeure, parce que tout d'un coup, toute la production d'équipements électroniques, électriques, etc., serait vraiment très salement amochée. Donc là, pour le coup, ça voudrait dire une inflation importante, et puis même des pénuries, hein, sur tout un tas d'équipements électriques, tout un tas d'équipements électroniques, etc. Donc moi je pense que déjà par exemple quand on est dans le domaine, quand on a un ordinateur, bon tout le monde a un ordinateur, je pense que ce qui est raisonnable en 2025, là maintenant tout de suite, c'est de s'assurer, hein, que votre ordinateur, bon, il a suffisamment de puissance pour tenir encore, disons 5-6 ans, quoi. Et éventuellement, vous avez 2 ou 3 des pièces de rechange pour le CPU, les GPU, la RAM, les disques durs SSD, les disques durs, etc. Voilà, vous avez un peu de pièces de rechange, de pièces détachées, ou éventuellement, dans le pire des cas, un ordinateur d'occasion que vous gardez dans un coin. Vous l'équipez d'un Linux, par exemple, hein, ça consomme beaucoup moins de ressources. Et donc, ça peut vous permettre, comme ça, en cas de crise majeure, si votre ordinateur tombe en panne, vous avez quelque chose d'autre pour vous replier.
hein. Et il y a tout un tas d'autres conséquences sur l'informatique, mais si vous voulez, déjà, ça, c'est vraiment le minimum de base. Et c'est pareil pour votre smartphone, en fait, hein. Votre smartphone, euh, les composants sont tous faits dans cette zone. Donc, si jamais il y a le moindre problème dans la zone, du jour au lendemain, si votre smartphone tombe en panne, c'est terminé. Vous n'avez plus de smartphone, hein. C'est cuit. Donc, ça vaut peut-être le coup d'en avoir un pas cher, en double, quelque part. Voilà, acheter d'occasion ou n'importe quoi, de manière à sécuriser quelque part vos communications en cas de problème. Parce que ça peut aller très très vite, hein. Le jour où il y a vraiment un problème qui se déclenche, euh, très vite, il y aura une pénurie des composants et des équipements du style informatique et tout ça, parce que tout le monde va en vouloir à ce moment-là. Je veux dire, tout le monde va comprendre de toute façon que il faudra des mois, probablement des années même, avant de rétablir une production normale. Donc très vite, en fait, tout va être épuisé. Donc il vaut mieux prévoir avant. Vous voyez, donc ça c'est pour l'aspect IT mode nomade. J'ai fait j'ai donc fait un niveau mode nomade où je parle de l'informatique en mode nomade. Donc vous pouvez vous y inscrire. Encore une fois, plus j'aurai de personnes dans le membership, plus je rajouterai en fait de jours sur ces sujets-là. Parce qu'il y a pas mal de jours en fait que je peux rajouter et qui peuvent être intéressants. Accessoirement, d'ailleurs, je suis en train de monétiser une chaîne YouTube, donc j'en ai fait aussi un cours. Voilà. Mais voilà, donc ce discours, à mon avis, hein, c'est quand même plus un discours pour rassembler les pays de la zone Indo-Pacifique. Alors, vous noterez, hein, c'est quand même Indo-Pacifique, hein. Indo, ça veut dire l'océan Indien, ça veut dire quelque part de l'Afrique, hein, parce que l'Afrique, elle a une partie de son rivage sur l'océan Indien jusqu'aux États-Unis. Pacifique, c'est jusqu'aux États-Unis. Donc vous voyez un peu toute la zone, hein, ça couvre euh, de l'est de l'Afrique. Donc vous imaginez, hein, Madagascar, l'Arabie Saoudite, l'Irak, peut-être, je sais pas, l'Inde, ça c'est clair, la Thaïlande, l'Indonésie, peut-être le Cambodge, éventuellement le Vietnam. Vous avez aussi tout ce qui est l'Australie, les Philippines, la Nouvelle-Zélande, tout ce qui est la Micronésie aussi. Puis quand vous remontez, vous avez le Japon, la Corée du Sud, et puis les États-Unis qui se trouvent à l'autre bout. Donc c'est vraiment énorme. Et je vous dis, ça couvre à peu près 4 milliards de personnes. 4 milliards de personnes. En Europe, il y en a 8 fois moins, hein. En Europe, il y en a 8 fois moins. Donc voilà. C'est vraiment la partie la plus importante du monde, quoi. Donc voilà, je crois pas avoir d'autres choses à rajouter sur le sujet, si ce n'est que laissez-moi des commentaires, laissez-moi vraiment des commentaires sur ce sujet-là, même si c'est pas grand-chose, pour me montrer votre intérêt, pour m'inciter quelque part à vous retrouver plus d'informations, à aller chercher. Parce que si je me lance là-dedans, ça va vraiment me demander d'aller chercher à droite à gauche. Si vous voulez, je vois bien, d'après les vidéos, d'après les informations que j'arrive à capter comme ça par hasard, qu'il y a un très fort réarmement de la Chine, etc. Maintenant, voilà, ensuite il faut quantifier, il faut qualifier ça. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare ou il n'y a rien? C'est déjà difficile de savoir, par exemple, sur la situation économique en Chine, qu'est-ce qui est en œuvre actuellement. Ça peut compter, hein, dans la balance, hein, ça peut vraiment compter, hein. Euh, euh, et puis, comment ça évolue dans cette zone?
Donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Euh, donc encore une fois, moi je veux bien faire, mais il me faut des commentaires pour montrer que vous êtes intéressé. Et à terme, ça donnera probablement l'occasion d'avoir un groupe de dialogue. S'il y a suffisamment de monde, hein, je ne monte pas un groupe de dialogue s'il n'y a personne, mais un groupe de dialogue de manière à pouvoir échanger des réflexions sur le sujet pour avoir une analyse plus fine et pour pouvoir avoir des discussions contradictoires sur le sujet, parce que j'ai pas du tout la prétention d'avoir la science infuse et de pouvoir euh, comment dire trouver des trucs de manière exacte. Je veux dire, après, voilà. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée.